Donc, c'est ça. Est-ce que vous avez déjà fait ce projet une fois que c'est un nouveau projet cette année? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ok. On commence. Encore. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Émilie du Cap Jeunesse Emploi. Je suis chargée de réussite éducative et agriculture urbaine. Et je vous présente un atelier sur les métiers en agriculture urbaine, alimentation communautaire et un petit peu économie circulaire aussi. On va parler de ça. Fait que, on va commencer par, au final, parler un petit peu d'agriculture urbaine en général. Euh, Tu sais, mettons l'agriculture, comment dire, traditionnelle. euh, la fonction, c'est vraiment de cultiver, de produire beaucoup de bouffe en grande quantité, pas cher. C'est pas une affaire de qualité ni de plaisir. L'agriculture urbaine, par contre, elle a plusieurs fonctions. Fait que ça va aller toucher à l'aménagement urbain, les interactions sociales, l'éducation, le loisir, le plaisir, la santé, le bien-être, l'économie, la sécurité alimentaire, évidemment, et l'environnement. Donc, il va y avoir des retombées multiples sur trois différents aspects, donc l'aspect alimentaire, l'aspect social et l'aspect environnemental et économique aussi, puisqu'on est là pour parler d'emploi en agriculture urbaine. La première chose, que c'est comme un peu évident, là, c'est l'agriculture commerciale. Donc, ça va être la production euh, de fruits, de légumes, mais pas que. Euh, donc, il y a quand même des défis en termes d'agriculture commerciale parce que c'est pas évident d'avoir des espaces de culture en ville. Ça coûte cher, les loyers, puis ça coûte cher aussi d'un point de vue de l'équipement nécessaire, là. Tu sais, il y a l'éclairage, le chauffage, des pompes à eau, si c'est des systèmes hydroponiques. Donc, c'est quand même un gros coût, euh, non seulement au démarrage, mais aussi à la maintenance d'une entreprise en agriculture commerciale. Puis ça va être plusieurs techniques. Là, on va voir sur la fiche d'après. Euh, donc, les stratégies pour arriver à survivre en agriculture commerciale, ça va être produire beaucoup et aussi cultiver des produits qui ont une grande valeur marchande. Donc, par exemple, du basilic, ça coûte plus cher qu'une salade. Donc, on va vendre plutôt du basilic que des salades, par exemple. Ici, c'est une image des fermes Loufa, donc qui est comme quand même une très grosse, c'est probablement la plus grosse entreprise en agriculture urbaine commerciale à Montréal. Et ben, il y a plusieurs emplois, là. En fait, ouais, j'ai comme des liens. Si on veut aller voir. Oups, ça ne veut pas. Bon, génial. Ça, désolé. Bon. Mais je pourrais vous envoyer là comme une liste avec tous les liens que j'ai rassemblés. Donc, d'autres entreprises montréalaises qui font de la production commerciale. Il y a des entreprises de micro-pousses comme au plant. Donc, ça, c'est comme des bébés légumes, en fait. Donc, ça pousse très vite. Donc, c'est une façon d'être rentable aussi. C'est parce que toutes les 2 semaines, tu sors de la production puis t'en refais. Fait que ça, c'est comme une façon de pouvoir rentabiliser. Il y a Tricycle, qui est une compagnie qui font des insectes comestibles. Puis, ils font aussi beaucoup de recherche et de développement. Ils vendent des kits pour les gens qui veulent cultiver leurs propres insectes. Donc, ils font aussi de l'éducation. Fait qu'ils ont comme plusieurs volets dans leur entreprise. Il y a Opercule qui font de la pisciculture. La pisciculture, c'est la culture de poissons, mais c'est aussi un circuit fermé où, au final, l'eau des poissons va venir alimenter aussi des plantes qui sont cultivées en hydroponie. Donc, c'est comme un circuit fermé comme ça. Donc, c'est une autre façon de rentabiliser, ouais, de rentabiliser l'entreprise. Euh, il y a une entreprise qui s'appelle Tulsi qui fait des mini-légumes, mais c'est quand même, je pense, c'est assez tourné vers la restauration. Fait que c'est plein de légumes un peu exotiques, colorés, goûteux, beaux. Donc, ça va être comme souvent plus pour la restauration. Puis, il y a des champignonnières. Bon, là, par exemple, il y a la champignonnière Full Pin. Et eux, c'est pareil. C'est vraiment
des espèces de champignons qui sont gourmets, là, comme, tu sais, c'est pas les champignons qu'on trouve à l'épicerie, là, ça va être comme des pleurotes, des champignons comme particuliers. Donc, ça, c'est un exemple. À Montréal, on a la centrale agricole. Donc, c'est comme la plus grande coopérative agricole urbaine au monde présentement. Euh, donc, c'est plein d'entreprises et d'initiatives qui se sont rassemblées sous un même toit. C'est dans Aoulsic. Et ils cultivent sur les toits. C'est notamment Tricycle, ils sont basés là. Euh, donc, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a comme autre entreprise commerciale? Il y a toutes les gens qui font des semences, donc qui produisent des graines. Et ça, c'est une compagnie qui s'appelle Semi-Urbain qui font des aménagements comestibles. Donc, ils viennent installer des potagers, puis c'est comme un peu clé en main là, pour les clients. Donc, ils viennent l'installer, ils font des recommandations sur les variétés, puis ils peuvent aussi fournir un entretien s'il y a besoin. Puis Jardin Buzz, c'est une compagnie qui est basée à Verdun. Et eux, ils se spécialisent dans des plantes, ben ils vendent des graines et des plantes pour les pollinisateurs spécifiquement. Donc, c'est beaucoup d'espèces indigènes. Puis ben là, on voit une idée un peu de ce que ça peut donner la plantation de ces graines. Donc, ils ont des mélanges de graines, puis des graines comme juste une semence, puis ils vendent aussi les plantes. Donc, ça, c'est d'autres types d'entreprises. Il y a aussi des boutiques de matériel et de produits issus de l'agriculture urbaine. Donc, il y a Agriculture du coin, qui est comme sur Laurier, genre plateau Maryland, euh, et Dubois Agri-Innovation, qui sont plus au nord de l'île, je pense. Puis, eux, c'est vraiment un peu la référence pour tout ce qui est l'équipement en agriculture urbaine, mais pas que, agriculture en général, mais comme la production comme professionnelle, là, comme on a fait les semis, les plateaux, tu sais, tous les standards qui viennent avec la culture plus commerciale, genre. Donc, ça aussi, c'est des endroits où on peut travailler. Là, on va parler d'agriculture communautaire. Il y a plusieurs types d'agriculture communautaire. Il y en a un qui est tourné vers l'environnement. Donc, là, il y a trois organismes. Euh, il y a la Sauverdi, euh, c'est la Société de verdissement de Montréal. Donc, eux, ils sont mandatés par la Ville de Montréal pour mettre en place ce que des plans que la Ville a montés, le plan Canopée, puis le plan Arbre. Donc, c'est l'idée qu'on ait le plus de couvert végétal d'arbres possible dans la ville. Je pense qu'à terme, on veut se rendre à 30% de, sur toute l'île de Montréal. Donc, eux, c'est eux qui sont chargés de mettre en action ce plan. Donc, ils cultivent des arbres. Donc, ça va être comme pépinière d'arbres, arrosage, installation, plantation, livraison. Euh, donc, tout ça, c'est quand même un très gros organisme. Puis, ils sont en recrutement, là. C'est sûr que là, c'est la période de plantation qui s'en vient. Donc, ils sont en recrutement pour tout ce qui est l'entretien des arbres, la plantation et tout ça. Il y a Bicat aussi, qui est vraiment un cool projet. C'est un projet d'éco-pâturage. Donc, c'est au final, au lieu d'utiliser des tracteurs puis des machines qui utilisent du pétrole pour tondre le gazon, ben, on utilise des moutons. Puis, il y a un côté social aussi, parce que c'est vraiment cool de voir des moutons en ville. Donc, ils font beaucoup d'ateliers, d'activités avec les enfants. Ils font, tu sais, ils vont filer la laine. Ils ont des poules aussi. Puis eux, je pense pas qu'ils embauchent, mais ils fonctionnent beaucoup avec du bénévolat. Fait que ça peut être super intéressant pour se faire une expérience à travailler avec des animaux. Ils ont aussi des jardins, là, mais pour travailler avec des animaux, être berger, bergère urbain ou s'occuper des poules aussi. Moi, j'ai une amie qui a fait du bénévolat là-bas. Elle a appris aux poules à compter en les faisant jouer. Ouais, c'est une femme, c'est au Parc Maisonneuve qui sont. Puis, un autre organisme qui fait de l'agriculture communautaire en environnement, c'est Polyflora.
Polyflora, c'est une coop, en fait, de travail. Puis, au final, avant, ça s'appelait Miel Montréal. Donc, ils faisaient de l'apiculture sur les toits. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, les abeilles qui produisent du miel, c'est des abeilles importées, c'est des abeilles européennes, souvent qui viennent d'Italie. Et ils se sont rendus compte qu'on avait tellement développé l'apiculture à Montréal que ça nuisait aux insectes indigènes du Québec. L'Italie, c'est l'Europe. Ouais, ouais. Donc, elles ne sont pas d'ici, puis elles viennent en compétition avec les abeilles indigènes. Donc, Miel Montréal ont décidé de changer leur nom et leur mandat pour vraiment... euh, ils font toujours du miel, mais ils font aussi beaucoup d'aménagements de jardins pour les pollinisateurs. Euh, donc, puis eux, ils sont en train de recruter présentement, là, justement, pour des gens qui travaillent à installer les jardins, à coordonner les horaires des gens qui travaillent dans les jardins, tout ça. Fait que c'est plusieurs opportunités pour les personnes qui sont plus tournées vers l'environnement. Euh, Après ça, il y a ce qu'on appelle l'agriculture sociale. Donc, ça devient comme un outil de lutte contre l'insécurité alimentaire et l'exclusion sociale. Donc, c'est des espaces où on va favoriser l'apprentissage, l'échange, le partage de savoir et d'expérience. Et repartir avec des récoltes. Et peut-être cuisiner ensemble. Et tout ça. Donc là, il y a deux organismes qui sont quand même assez gros, qui recrutent présentement. Il y a Jardin pour tous, qui ont comme des projets un peu partout au centre-ville, euh, notamment des projets avec les communautés autochtones. Donc là, c'est ça qu'on voit. On voit une plantation traditionnelle des trois sœurs, le maïs, le haricot et la courge. Euh, et l'autre organisme, c'est Sentiers urbains. Eux aussi, ils sont un peu partout dans l'île. Ils vont faire du verdissement, beaucoup d'éducation. Euh, Ça va être à la fois des fruits et des légumes, mais ils ont aussi une pépinière, un jardin magnifique où on peut aller faire du bénévolat euh, et repartir avec des bouquets de fleurs. Et au final, ça devient une pépinière. Comment dire? Ils reproduisent toutes les plantes qui sont dans ce jardin-là pour après les donner aux organismes, aux citoyens, puis les utiliser dans tous les différents jardins qu'ils ont aussi. C'est à côté de ça. Le jardin dont je parle, le jardin de fleurs de Sentier urbain, c'est Mont-Sabré. Fait que c'est pas très loin. C'est un peu plus loin sur Hochelaga et Dixon, dans ce coin-là. Ouais, le jardin botanique, c'est comme Pinaf et Sherbrooke. Puis eux, ils sont plus Hochelaga, mais vraiment plus dans l'est, là. Et Dixon, genre métro L'Assomption, dans ce coin-là. Il n'y a pas de problème. Fait que il y en a beaucoup plus, des organismes en agriculture sociale, mais ces deux-là, ils sont quand même assez gros, puis ils embauchent présentement. Fait que c'est ceux-là que j'ai décidé de présenter. Euh, Sinon, il y a des projets d'agriculture en milieu éducatif et d'employabilité, comme dans les CGE. Donc, ben, ici, au CGE Centre-Nord, on a un projet d'agriculture urbaine au Jardin des Patriotes, qui est à l'école Louis-Joseph Papineau. Et on est en partenariat avec d'autres organismes, avec l'école notamment, et avec le Paris Saint-Michel, qui eux travaillent vraiment plus en sécurité alimentaire. Nous, on travaille en éducation au jardin. Mais on a quand même plein de super productions. Au CGE, Hochelaga Maisonneuve, il y a un projet similaire, mais c'est juste l'été, qui s'appelle la récolterie. Euh, et c'est un peu le même principe. Au final, c'est les jeunes du CGE qui vont aller aider tous les acteurs du système alimentaire dans Hochelaga Maisonneuve. Donc, on va en reparler tantôt, là, mais il y a les cuisines collectives d'Hochelaga Maisonneuve, il y a le Chic Resto Pop, puis à la récolterie, il y a aussi une école de formation pour adultes qui traite leur terrain l'été. Donc, il y a un jardin collectif qui est vraiment géré par les jeunes du CGE. Donc, ça fait comme des super belles expériences, déjà pour être au contact de la nature, puis pour développer des compétences en horticulture, en jardinage, en travail d'équipe. Et en même temps qu'on fait, bien, on parle d'employabilité aussi. Il y a un autre programme qui est vraiment trippant, qui se fait plus dans les écoles primaires, qui s'appelle Agricole. Donc, au final, c'est
des horticulteurs puis des passionnés de jardinage qui vont accompagner des écoles à monter des projets de jardin et en vue qu'elles s'autonomisent éventuellement. Donc, c'est un accompagnement aux écoles qui veulent développer des projets d'agriculture urbaine. C'est ça. Il y a aussi des laboratoires de recherche en agriculture urbaine. À Montréal, on a le laboratoire d'agriculture urbaine qui s'appelle OLAB. Ils ont plein de gros projets. Là, tu vois, c'est sur le toit du Palais des Congrès. Donc, ils ont comme font beaucoup de recherche et développement. Ils font une école d'été aussi tous les ans. Euh, Puis ils ont beaucoup de projets là, donc ça va être beaucoup les emplois au lab, ça va être beaucoup accompagner les entreprises en agriculture urbaine, accompagner les organismes communautaires, euh, faire de la culture sur les toits, euh, tous les nouveaux types un peu de développement. euh, c'est vraiment la recherche, ouais, de la recherche et développement, en fait, qui font beaucoup. Puis ils écrivent des articles, puis ils font la promotion en agriculture urbaine dans un réseau mondial aussi. Ouais, ils ont des serres, ils cultivent aussi sur les toits, ils font la pisciculture. Au final, ils accompagnent tout ce qui est innovant pour essayer d'avoir des bonnes pratiques, puis de partager les savoirs, de partager les connaissances, puis que les gens qui travaillent dans l'agriculture urbaine soient outillés, puis qu'il y ait un réseau aussi pour qu'ils puissent échanger. Euh, il y a aussi un laboratoire qui est plus à l'ETS, à l'École de technologie supérieure, qui s'appelle Lab Système alimentaire. Donc, ça va être vraiment plus au niveau des systèmes alimentaires que de la production agricole en tant que telle, mais c'est lié, puis on est là pour parler des deux aspects aujourd'hui. Donc, je l'ai intégré aussi. Euh, donc, ça va être plus peut-être pour des personnes qui ont un profil un peu plus soit académique ou qui ont beaucoup d'expérience à faire profiter une communauté. Fait que c'est ça. Il y a aussi les écoquartiers et les tables de quartier qui travaillent en agriculture urbaine. Ici, dans l'arrondissement, c'est Ville-en-Vert. Donc, ils sont dans l'arrondissement ici, ils sont aussi à Montréal-Nord. Donc, c'est quand même assez gros, puis un gros territoire. Donc, eux aussi, ils embauchent présentement là. Euh, Qu'est-ce que ça fait un écoquartier? Ça fait du verdissement. C'est eux qui vont organiser les distributions de végétaux citoyens aux organismes. Ils font aussi de la sensibilisation à l'environnement, la sensibilisation à la gestion des matières résiduelles, donc les poubelles, le compost, le recyclage. Souvent, c'est là que tu vas aller chercher ton bac bleu ou ton bac vert de recyclage. C'est les écoquartiers qui prennent ça en charge. Ouais, le compost, c'est le bac brun. Ils font aussi beaucoup de sensibilisation à la mobilité active. Donc, ça, c'est utiliser le vélo, la marche au lieu d'utiliser la voiture. Euh, Puis, ils font beaucoup de mobilisation citoyenne aussi. Ils font du porte-à-porte pour aller éduquer les gens. Euh, Fait que là, il y a comme plusieurs organismes qui sont présentement en train de recruter des gens pour des projets d'agriculture cet été. Euh, j'ai mis en haut ici, si ça intéresse des personnes, euh, le regroupement des écoquartiers. Il va y avoir tous les écoquartiers qui sont listés. Ils ont aussi une page d'offres d'emploi, mais elle n'est pas vraiment à jour. Mais c'est quand même un bon endroit pour savoir tout le nom. Parce qu'il y a des écoquartiers qui s'appellent vraiment écoquartiers, mais il y en a d'autres qui ne s'appellent pas écoquartiers. Lui, il s'appelle Ville-en-Vert, Provert, Gramme, Sollicité. Il faut savoir que c'est un écoquartier. Mais en allant sur le site, ben, il va y avoir toute la liste. Donc, c'est comme un bon endroit pour après aller chercher sur les différents sites euh, pour voir s'ils embauchent. Ben, le site du regroupement des écoquartiers, moi, je suis allée voir, les offres d'emploi, elles ne sont pas à jour. Mais la liste de tous les écoquartiers, elle est à jour. Donc, au moins, ça fait une ressource pour aller chercher les informations, après aller faire les recherches, comme écoquartier par écoquartier. De rien. On va passer au volet plus alimentation. Donc, alimentation communautaire. On va pas parler de restauration classique, là. Euh,
Donc, on en a parlé déjà. Qu'est-ce que c'est un système alimentaire? Tu te rappelles? Ouais, Des légumes, des fruits. On peut dire un exemple avec des fruits et des légumes. absolument. C'est toutes les étapes qui font qu'on se retrouve avec de la bouffe dans notre assiette, genre. Donc, c'est les acteurs, puis tout le processus qui est nécessaire pour amener les aliments du champ à la fourchette. Donc, là, j'ai mis le schéma du système alimentaire de Saint-Michel, qui s'appelle Ouais, Saveur. c'est un cycle. Ouais, c'est un cycle parce qu'on produit les légumes. Après, on va les transformer, donc on va cuisiner. Puis après, on va distribuer la bouffe ou les récoltes. Comme Provigo. Ben non, le système alimentaire, c'est parce qu'au final, c'est justement pour que ça soit fait localement. Au IGA puis au métro, c'est pas local. Le système alimentaire, surtout dans Saint-Michel, ce qu'on veut, c'est de la bouffe qui est locale, fraîche, pas chère, puis qui correspond aussi qui est adaptée à la clientèle, qui est adaptée à la population. C'est des formes. Ouais, ben, en termes de par exemple, les produits qu'on va mettre dans le jardin ou quoi. Nous, au Jardin des Patriotes, puis dans le système alimentaire à Saint-Michel, c'est tout bio. On travaille juste avec la nature, là, avec du compost. Euh, c'est ça. Donc, ben, tu peux imaginer qu'entre la production, la cuisine, puis la distribution de bouffe, il y a beaucoup de métiers différents et de personnes qui sont sollicitées. Ben, souvent, ça se recoupe parce que souvent, les gens qui font la bouffe, ils la distribuent aussi, par exemple. Ou il y a des gens qui vont distribuer, qui vont produire et qui vont aussi distribuer. Euh, Fait qu'un autre aspect de l'alimentation communautaire, ça va être tout ce qui est. Puis c'est ça, souvent, les organismes font plusieurs trucs. Tu vois, par exemple, mon resto ou le Carrefour. En bas, on est allé visiter le Carrefour, tu étais là? Ah, OK. Fait qu'au Carrefour, par exemple, ils font de la bouffe, ils distribuent la bouffe, ils font du dépannage alimentaire, puis ils ont aussi un groupe d'achat collectif où là, les gens vont payer. Fait qu'ils font plusieurs des étapes. Mon resto, c'est pareil. Ils cultivent, ils font la bouffe, ils la distribuent tous les jours, puis ils font aussi du dépannage alimentaire. ouais, il fait comme un forfait. Ah, Non, c'est pas un forfait. ok. Euh, Fait que, c'est ça, en dépannage alimentaire, il y a comme plusieurs tâches qui vont être accomplies. Il va y avoir tout ce qui est effectuer les commandes auprès des fournisseurs, trier la nourriture, parce que souvent, ils se font donner de la nourriture. Donc, ça arrive, mais elle n'est pas toute bonne, la nourriture, fait qu'il faut la trier. Puis, je me rappelle plus des pourcentages, mais il me disait, des fois, c'est genre 70% de la bouffe qui arrive qui n'est pas bonne qu'il faut trier, là. Je pense Ouais, ben ça, après, c'est les citoyens qui vont s'en occuper. Mais donc, il y a toute la partie comme de trier la nourriture, la préparation des paniers, des cartons, là, comme on voit, la distribution, ça explique une logistique, là, donner des rendez-vous, les gens se pointent, on leur donne. Donc, tout ça, c'est comme beaucoup de préparation. Il y a aussi un aspect livraison, parce qu'il y a certaines familles ou des personnes à mobilité réduite à qui on va aller livrer la bouffe. Puis aussi, souvent, les organismes vont faire du soutien psychosocial. Les gens qui vivent de l'insécurité alimentaire, c'est possible qu'ils aient d'autres enjeux dans leur vie. Par exemple, ben, trouver un emploi ou s'intégrer, c'est des nouveaux arrivants. Euh, donc, tout ça, ça va être comme des tâches qui vont venir avec le dépannage alimentaire. C'est pas juste un panier, c'est vraiment une communauté, puis essayer de regarder la personne plus globalement, puis d'élever la personne, de lui donner tous les outils dont elle a besoin pour s'épanouir. pas un programme. Ouais, c'est un programme alimentaire. Puis c'est ça que je disais, c'est que souvent, ils font plusieurs trucs en même temps. Il y a aussi, c'est ça, tout ce qui est resto communautaire, popote roulante, cuisine collective. Donc ça, j'ai mis ça tout ensemble parce que c'est un peu les mêmes fonctions. Donc, ça va être la même chose en termes de tâches,
sauf qu'on va rajouter la cuisine, puis que la cuisine va être au centre des activités aussi. Mais il va aussi y avoir des enjeux de commander la bouffe, distribuer la bouffe, euh, mobiliser des bénévoles ou des personnes qui vont venir cuisiner ou servir la bouffe, qui vont venir nettoyer. Il y a toutes les étapes là de... Est-ce qu'on peut dire aussi que Non, Uber Eats, c'est une compagnie, c'est pas du tout communautaire. Là, on parle de l'alimentation communautaire. Ouais, c'est hyper commercial, Uber Eats. Là, on parle vraiment de l'aspect communautaire, genre, donc c'est pas à but non lucratif, mais à but qu'il y a des impacts sociaux auprès des gens dans ton quartier, là. Donc là, j'ai listé quelques organismes qui font ça. Quand je dis une popote roulante, ben une popote, c'est comme c'est comme une cuisine, là. C'est au final des gens qui vont faire la bouffe et pareil, qui vont aller la distribuer à des personnes âgées, des personnes à mobilité réduite, qui n'aient pas à se déplacer, on vient leur livrer la bouffe, genre. Il y a certains organismes qui le font en camion, il y en a d'autres qui le font en vélo. Centre Paul roulant, ils le font en vélo. Ouais, ça dépend le radius, ça dépend de combien tu en as à livrer aussi, là. Donc, il y a plusieurs organismes. Dans Saint-Michel, il y a Mon Resto et le Carrefour Populaire qui proposent des activités dans le domaine des cuisines collectives. Dans Hochelaga-Maisonneuve, il y a le Chic Resto Pop et la cuisine collective. Et eux, tu vois, ils font vraiment tout ce qui est comme resto communautaire, mais ils ont aussi un gros site de production où ils cultivent leur propre bouffe pendant l'été. Donc, il y a des opportunités autant en cuisine, en manutention, en agriculture urbaine. Souvent, ils font comme ça beaucoup de choses. Centre Paul Roland, c'est exactement pareil. Ils font des cuisines, ils livrent, mais ils ont aussi une ferme sur leur toit, une ferme plus dans l'ouest de la ville, une grande ferme. Euh, ils ont des ruches, tu sais, ils ont comme plusieurs programmes comme ça. Euh, Dans Ville-Marie, il y a le Carrefour solidaire qui est très actif, qui font ben, le même genre d'activité. Dans Rosemont, ben, j'avoue que ça fait toute la ville, là. Ville-Marie, c'est genre entre... ben, en fait, c'est comme tout le centre-ville, mais là, je parle vraiment du centre-sud. C'est genre métro Frontenac, qui sont à côté du métro Frontenac. Sherbrooke, la rue, elle fait toute la ville. Fait que si tu dis Sherbrooke, il faut préciser où. Là, je pense qu'elle doit faire comme 20 kilomètres de long, la rue Sherbrooke, là. Euh, dans Rosemont, il y a un organisme qui s'appelle Bouffaction qui font le même type d'activité. Puis à Concorde, ben, c'est lié à Concordia, un organisme qui s'appelle People's Potato, où ouais, c'est tous des organismes. Puis People's Potato, ce qu'ils font, c'est qu'ils cuisinent de la bouffe tous les jours à midi. Tu peux aller manger de la bouffe gratuite. C'est gratuit. Ah, ok, ok. Parce que la Réunion aussi, il y a des. Ouais, ben, People's Potato, c'est vraiment l'idée que tout le monde est bienvenu. Mais c'est sûr que si tu as de l'argent, tu peux faire une contribution volontaire pour assurer le fonctionnement futur. Euh, hmm, ouais. Puis, ben, ils fonctionnent beaucoup avec des bénévoles, mais ils ont aussi des employés. Puis, ils font aussi du dépannage alimentaire d'urgence. Sinon, il y a aussi les marchés et les épiceries solidaires. Donc, au final, la différence avec une épicerie ou un marché régulier, c'est que ben, souvent c'est local, puis c'est moins cher. C'est encore une fois l'idée de rendre accessible à tout le monde des produits frais dans ton quartier, là. Donc, les marchés, ça va être juste l'été, puis les épiceries, ça va être toute l'année. Marché solidaire Saint-Michel, c'est le Paris Saint-Michel qui s'en occupe et il est au parc François Perrault à côté de la bibliothèque. Je sais pas si tu vois où c'est. Non, c'est au métro Saint-Michel. Ah, c'est Ouais. Puis ils vont embaucher là cet été. Donc, je pense qu'ils sont en train de chercher quelqu'un pour s'occuper du marché solidaire. C'est dans un container, là, c'est dans le parc François Perrault. Sinon, il y a un marché solidaire au métro Frontenac.
Ouais, à côté de la ligne verte. Ouais. Il y a le marché solidaire Sauvé dans Hountsic, au métro Sauvé. Il y a le marché solidaire Hochelaga Maisonneuve. Puis il y en a d'autres, mais ceux-là, c'est les principaux. Mhm. Ouais. Euh, les épiceries solidaires, ça va être à l'année. Ça va être plus dans des locaux fermés. Donc, ben, il y en a plusieurs. Ben, ici, le Carrefour, c'est un peu ça qu'ils font avec le groupe d'achat collectif, là, ma boîte à provisions. On était allé regarder le site puis les produits. Euh, Sinon, dans le centre-sud, il y a les trois paniers. Euh, Dans le coin de Concordia, il y a le frigo vert. Puis la cuisine collective d'Hochelaga Maisonneuve, ils ont aussi une épicerie solidaire qui s'appelle La Collective, simplement. Ouais. Donc ça, ben, c'est des emplois, tu sais, tu fais la caisse, tu t'installes les stocks, ouais, faire les commandes, recevoir les commandes, stocker la bouffe, sortir la bouffe, rentrer la bouffe, en tout cas. Sinon, il y a des organisations nationales et des fondations. Donc, c'est plus à l'échelle de Montréal, c'est vraiment plus des plus grosses organisations qui vont travailler en sécurité alimentaire, en environnement, en agriculture urbaine, tout ça. Entre autres, c'est ça. Ben, puis comme c'est des gros organismes, eux, ils embauchent pas mal tout le temps des gens parce qu'ils ont des centaines d'employés, genre. Donc, il y a Équiterre qui, eux, ils ont vraiment euh, un mandat d'environnement. Tu sais, c'est eux qui vont, par exemple, ils vont écrire des documents pour faire des recommandations au gouvernement. Ils vont avoir beaucoup de poids parce qu'ils sont très gros. Un mandat, c'est plus les tâches puis la mission que tu as. Et un contrat, c'est le papier écrit, signé, où il y a deux parties qui s'entendent sur quelque chose. Euh, donc, c'est ça, il y a Équiterre, il y a la Fondation Équiterre, ils ont plein de programmes aussi en sécurité alimentaire et en agriculture urbaine. Notamment, ils ont monté une plateforme qui s'appelle la Marmite éducative. Il y a plein d'activités de cuisine à faire avec les jeunes, qui est vraiment cool. Euh, ouais. Sinon, il y a la Fondation David Suzuki. Fait que ça, c'est vraiment une fondation qui est plus tournée vers l'environnement. De défense de l'environnement, des espèces en voie de disparition, de l'accès à la nature, du bien-être par la nature, tout ça. Il y a le Club des petits déjeuners. Ça, c'est une organisation à l'échelle du Canada qui s'occupe qui est née au Québec, mais qui est rendue partout au Canada. Et au final, eux, leur mandat, c'est ils vont faire affaire avec les compagnies pour avoir de la bouffe qui est distribuée dans les écoles tous les matins avant le début de la classe. Les jeunes peuvent venir, puis ils ont un déjeuner gratuit. Parce qu'on considère que si tu n'as pas mangé, ça va être difficile de bien travailler toute ta journée, là. Ouais. Fait que c'est un programme qui s'occupe vraiment c'est ça, de rendre accessible un petit déjeuner à chaque enfant qui va à l'école, peu importe son statut social, peu importe s'il est riche ou pauvre, tout le monde devrait y avoir accès, genre. Donc, tu peux imaginer, c'est un gros projet aussi d'aller faire ça dans toutes les écoles. Fait qu'eux, ils ont comme beaucoup d'emplois, autant en philanthropie, donc les gens qui vont aller chercher l'argent ou négocier avec les compagnies, soit des dons, soit des denrées, soit de la bouffe. Euh, Puis après ça, ben, il y a toute la manutention, aller chercher la bouffe en camion, la transporter dans les camions frigorifiés, faire les livraisons. En tout cas, il y a beaucoup d'aspects logistiques quand c'est des grosses organisations comme ça. Ouais, c'est ça. C'est vraiment une chaîne là, de travail quand même intense. Donc, ça veut dire plein d'opportunités de travail. Il y a Cantine pour tous, que c'est exactement le même principe que le club des petits déjeuners, mais pour le lunch du midi dans les écoles. Donc, c'est un programme qui rend accessible aux jeunes qui ne peuvent pas se payer la bouffe, de la nourriture au lunch le midi dans les écoles. Donc, ça va être exactement les mêmes tâches qu'on vient de dire pour le club des petits déjeuners, là. Pareil, de grosses machines, là. Puis, il y a Moisson Montréal.
qui est aussi une très grosse machine. Donc, eux, au final, tu sais, quand on parlait des banques alimentaires, elles vont être dans les quartiers. Mais Moisson Montréal, il est au-dessus. Fait que lui, il va recevoir encore plus en gros. Il va redistribuer aux banques alimentaires qui, eux, vont le distribuer aux citoyens. Ouais, c'est ça. Là, tu vois, je suis allée sur leur site ce matin. Là, ils cherchent des camionneurs, puis des gens qui vont vraiment faire le transport des aliments. Ouais, exactement. Donc, c'est ça. Dans les organisations nationales, les fondations, il y a aussi beaucoup d'opportunités parce que c'est des plus grosses entreprises. Fait la chaîne logistique est plus grande. Donc, il y a vraiment beaucoup d'emplois. Puis, ils embauchent pas mal tout le temps, là, parce que c'est des grosses entreprises. Ben, des grosses organisations. Merci. Et enfin, pour finir, on va parler d'économie circulaire. Qu'est-ce que c'est l'économie circulaire? Au final, en général, quand on pense à produire quelque chose, c'est souvent une économie linéaire. Ça veut dire euh, on va acheter le matériel, les matériaux, les outils, les trucs, on va les transformer dans notre objet, on va les vendre, puis on va recommencer. On va racheter, on va produire et on va vendre. Euh, L'économie circulaire, l'idée, c'est de boucler la boucle. Au lieu que ça soit linéaire, ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort. C'est d'essayer de trouver des opportunités de, par exemple, les déchets alimentaires, ça peut devenir du compost, puis ça devient une richesse parce que on en met dans notre jardin, puis ça devient la richesse de la terre. Ouais. Ça, c'est un très bon exemple. Donc, c'est tout ce qui est, ouais, recyclage, réemploi, réparation, partager, au lieu que, mettons, nous, on a une perceuse, puis au local à côté, ils ont une autre perceuse, puis en bas, ils vont acheter une autre perceuse, on la met en commun à tout le monde. Ouais, exactement. Donc, la mise en commun, c'est aussi des opportunités d'économie circulaire. Puis, ça peut se faire dans tous les domaines d'industrie, là. Mais moi, clairement, je voulais en parler plus par rapport à l'alimentation, puis aux déchets organiques de jardin. Euh, donc, il y a un site qui est super, qui s'appelle Québec circulaire, qui liste toutes les initiatives en économie circulaire au Québec. Il y en a des centaines et des centaines. Ça peut être super inspirant. Puis, au final, en économie circulaire, c'est des emplois qui rejoignent nos valeurs, là. Si on veut, tu sais, que le monde soit plus vert, puis qu'on consomme moins, puis qu'on consomme plus intelligemment, ça va être comme un emploi de valeur. Ouais, ouais. Puis, J'ai vu que ça paraît pour réduire le pétrole aussi. ouais, Pétrole, ça. ouais, Il y a la planète. ouais. Fait que si on parle d'économie circulaire en alimentation, ben, et pas que, en fait, mais en alimentation et en agriculture, il va y avoir plusieurs projets. Là, j'en ai sélectionné plusieurs, dont la majorité sont à Montréal. Il y a la transformerie qui vont prendre des invendus alimentaires pour faire des conserves, des plats cuisinés, des trucs comme ça. Euh, C'est comme un restaurant. non, c'est plus comme ils vont faire des confitures, Comme un des restaurant. pickles. Hein? Non, c'est ça. On parle pas des restaurants aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vraiment des organismes à but non lucratif, genre. C'est bien correct. Ben, c'est pas vrai parce que des fois, en économie circulaire, ça peut être des entreprises aussi. Mission Loop, en fait, eux, c'est une coop de travail. Fait qu'eux, ils font un peu la même chose. Ils récupèrent des fruits et des légumes qui sont un peu moches, qui sont un peu passés date, mais qui sont encore bons. Puis ils vont faire du jus avec. Puis toutes sortes d'autres produits. Je pense qu'ils distillent, ouais, ils font des smoothies. Ils distillent, puis ils font de l'alcool. Ils ont commencé ça avec la COVID, genre, à partir des déchets organiques. Non, c'est tout naturel. C'est non. Ouais, ouais.
Il y a Saveur Circulaire qui fait partie de la centrale agricole dont je parlais tantôt. Et ça, c'est vraiment un chef cuisinier qui va travailler avec tous les petits restants des entreprises d'agriculture urbaine montréalaise. Et il fait des menus trop bons, trop beaux, trop bons. C'est où ça rentre? C'est à Huntsic sur Louvain. Ouais, ouais. Mais lui, c'est plus un service traiteur. Fait que, tu sais, il va se déplacer pour aller amener la bouffe. Il y a une entreprise que je trouvais vraiment cool. Ça n'a pas besoin d'être forcément pour les humains. Ça s'appelle Cheval Love. Puis, c'est au final, pareil, avec des invendus de pommes, puis tout ça. Ils ont fait un snack que tu peux donner à ton cheval, mais que tu peux aussi manger toi-même. Fait que c'est comme un cool projet, tu sais. Je trouvais que c'était intéressant pour parler un peu, donner des idées, en fait. C'est un nouveau. Ouais, je pense que c'est assez récent. Sinon, notre projet, ça va être plus dans les maritimes qui font ça, ou en Gaspésie aussi. Tout ce qui est les déchets de pêche, tu sais, mettons, euh, quand ils font la pêche à la crevette ou des trucs comme ça, là, les crevettes, elles sont décortiquées pour les vendre. Ben, on va garder toutes les peaux, tous les trucs, puis on va faire de l'engrais avec. Ouais, ouais. Donc, au final, ce qui était un déchet devient une richesse. Puis, ben, tu vois, moi, j'ai commandé aujourd'hui du compost de crevettes, là. C'est vraiment un bon compost, là, parce que tu as tous les oligo-éléments marins dans les fruits de mer aussi. Sinon, il y a blanc de gris, qui est intéressant aussi. Eux aussi font des champignons, mais ils font pousser leurs champignons dans du marc de café et de la drèche de microbrasserie. C'est quand on fait de la bière, on fait bouillir le grain. Puis après ça, le grain, ben, il a été utilisé, il a été comme infusé pour faire la bière. Fait que normalement, il serait jeté, mais là, il y a des entreprises qui le récupèrent, puis qui s'en servent comme substrat pour cultiver les champignons là-dedans au final. Donc, puis ce qui est cool dans Blanc de Gris, c'est que c'est comme, elle va aller dans les cafés chercher le café, elle cultive les champignons, puis après ça, elle va aller leur donner les champignons. Fait que c'est vraiment circulaire, là. C'est comme, ouais, ça, c'est vraiment cool. Puis sinon, il y a un autre organisme qui s'appelle Bois Public. Fait que, tu sais, à Montréal, il y a des problèmes avec la grille du frêne, qui est un insecte qui... Les abeilles? non, c'est un insecte qui va se loger sous l'écorce, je crois bien. Pas comme des guêpes. Non, c'est pas des guêpes. Ils vont manger le bois. Fait que s'il y a beaucoup d'arbres qui meurent à cause de ça. Les frênes, mais pas que, ça tue aussi les érables. Et ça, c'est plate parce que c'est des arbres indigènes. Euh, Ça veut dire un- non, parce que c'est vraiment en ville plus. Non. Fait que, au final, il y a beaucoup d'arbres en ville à Montréal qui doivent être coupés euh, à cause de cette maladie-là. Donc, c'est une compagnie qui récupère ces bois-là pour en faire du mobilier urbain. Donc, ils vont faire des bancs, ils vont faire des structures, ils vont faire des jeux pour enfants. Euh, donc, ils vont comme prendre quelque chose qui allait être jeté puis qui est comme malade pour en faire quelque chose qui va créer des milieux de vie plus agréables. Fait que ça, c'est vraiment cool aussi. Ouais, ouais. Fait que c'est pas mal ça. Génie. Ouais. Merci. Est-ce que tu peux m'envoyer la présentation par email? J'ai aimé la présentation. Cool. Ben, je peux t'envoyer la liste de toutes les opportunités, ouais. Est-ce que tu es capable de- ouais, Je suis pas certaine, je vais vérifier. ok, ok. Mais j'ai envie de relire. En fait. Merci. Ben, en tout cas, s'il y avait d'autres personnes qui écoutent la formation et qu'il y a des pistes qui vous intéressent, n'hésitez pas à me contacter au CJE et je pourrais vous envoyer aussi la liste avec toutes les opportunités. Puis j'ai tous des liens avec les opportunités, les offres d'emploi qui sont présentement en cours. Fait que merci et bonne fin de journée. Merci.
Donc, t'as mon courriel pour envoyer la liste.